Ça s'appelle La Petite Histoire et cette semaine, elle est donc dédiée à Johan Gillet, 37 ans, journaliste, auteur, producteur, basé à Tours, revenu à Tours plutôt, où vous avez créé la société Upsilon qui enseigne l'art de l'éloquence. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui vous importe. C'est quoi cette entreprise? C'est le constat justement de 15 ans de journalisme politique où je me suis dit, il y a quand même ceux qui dans la vie maîtrisent l'art de la parole et puis il y a des citoyens mal outillés. Et pourtant, il est important de pouvoir lire, comprendre ce que l'on nous raconte, de ne pas tomber dans le piège de l'éloquence, parce que l'éloquence, quand elle est mal utilisée, elle peut être absolument désastreuse. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une belle éloquence, celle qui est soutenue par une éthique, par une sincérité, par une honnêteté. Mais encore faut-il, pour les citoyens, être en mesure de le décrypter. Et pourquoi pas ensuite aussi de la maîtriser pour pouvoir participer au débat public. Donc vous l'apprenez, vous l'enseignez? Je l'enseigne et j'essaie d'initier au maximum les citoyens à l'art du débat et du décryptage. Bien sûr, oui, c'est important, c'est ça la citoyenneté vivante. Et est-ce qu'il y a justement des personnes vraiment qui se positionnent là-dessus en disant « moi j'ai envie de l'ouvrir finalement et de maîtriser ce que je dis ». On peut être dans l'émotion, mais se taire, c'est pas l'option. Alors les gens commencent d'abord par une approche beaucoup plus professionnelle, c'est-à-dire dans mon boulot déjà je veux pouvoir l'ouvrir un petit peu, c'est-à-dire en tout cas ne pas subir ce qui se passe et le faire si possible sans broyer les autres, parce que c'est ça aussi l'art de l'éloquence, c'est être capable de s'imposer sans trop s'opposer non plus. La politique, ça devrait être ça aussi. S'imposer sans trop s'opposer. Et effectivement, les gens, quand ils y goûtent de manière personnelle, ensuite ont envie d'aller plus loin. D'ailleurs, on a même créé une association locale qui s'appelle la Table des Citoyens, qui est apolitique, ou plutôt transpolitique, et où les gens viennent débattre justement de la citoyenneté effective ou non. On parle beaucoup de la citoyenneté concrète. En parler, c'est bien, la faire, c'est mieux. Alors, on va revenir sur votre parcours diplômé de l'EPJT, passé par France Bleu Touraine. Vous avez opté pour la télévision comme intervenant dans les émissions de débat de Paul Amar. Souvenez-vous, ceux qui ont plus de 40 ans savent. Sur France 5, puis il y aura Europe 1, LCI, et puis la rencontre, celle qui est décisive finalement. C'est, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de... Comment ça s'est passé? Un coup de foudre presque avec Serge Moati, journaliste. Évidemment, on l'a beaucoup vu sur France 5 débattre. Des documentaires signés Moati sont passionnants, évidemment. Qu'est-ce qui a matché entre vous? D'abord, moi, ça a matché avant même que je le rencontre, c'est-à-dire que j'avais vu un premier documentaire qu'il avait fait sur Jean-Marie Le Pen, Le Pen, vous et moi. Et je me suis dit, voilà un homme qui, a priori, n'est pas d'extrême droite, plutôt socialiste, un homme qui a toujours dit qu'il était franc-maçon et n'a jamais caché ses origines juives. Donc, a priori, disait Serge Moati, tout ce qui est censé détester l'extrême droite. Et je trouve que la façon dont il a finalement, malgré tout, accepté d'aller voir de l'autre côté de la rive comment se fabriquait la politique, eh bien, j'ai trouvé ça passionnant et courageux. Entre guillemets, si vous voulez, il y a un journalisme que j'appellerais froid et un journalisme chaud. Le journalisme chaud, c'est celui qui accepte de traiter la matière humaine comme une donnée tangible. En politique, on dit souvent en journalisme politique, il faut rester froid, traiter les choses de manière froide. Sauf qu'il y a une chose qui fait la différence souvent, c'est justement les relations interpersonnelles. Et si on ne va pas s'y frotter, donc si on ne se fait pas accepter par un parti et qu'on y va avec son brevet d'antifascisme, etc., pour bien montrer qu'on a combattu et qu'on a bien montré que c'était le mauvais parti, on n'obtient rien d'autre qu'une autosatisfaction. Moati a cette capacité à se fondre dans le paysage, y compris le plus hostile a priori. C'est ce qui vous a enseigné? Oui. Il m'a appris à ne pas être journaliste. Il a fait un clin d'œil, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il m'a appris à ne pas être journaliste dans ce sens où il m'a appris à d'abord écouter comme un citoyen et à essayer de voir ce qui, si j'étais citoyen, pourrait me capter. Et on le sait bien que, notamment dans les partis d'extrême droite, la notion comme ça de culte du chef, mais en même temps la relation très personnelle est quelque chose qui est très cultivé. Le sentiment, plus que la raison. Même si je ne veux pas dire par là que les gens de ces partis sont absolument déraisonnables, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que la dimension affective est très importante. Donc il faut s'en emparer comme d'une matière sensible. Et effectivement, Serge Moati m'a appris à écouter, à sentir, à regarder et à oublier un petit peu d'où je venais moi. Et donc à pouvoir vous positionner sur ce côté coulisses. Qui y a-t-il derrière ces postures, derrière ces conférences de presse, derrière ces micros tendus? Vous allez signer plusieurs films. On va d'abord parler de la série Opération Élysée pour France 3. Votre patte à vous, c'est de réaliser... Le truc que vous aimez par-dessus tout, c'est voilà, ouvrir cette porte dont personne n'a la clé finalement. Un film côté coulisses, on est sur l'envers du décor évidemment d'une campagne avec les grands. Là, on n'est pas sur du local, on est sur une campagne. Ça sert à quoi ce type de film? Vous voulez montrer quoi? C'est quoi le pitch du début? Alors d'abord, ça sert à nous engueuler beaucoup entre nous, parce que ce que l'on veut montrer, c'est une politique un peu plus vraie, au plus près, au plus vrai, comme on dit.
Mais il ne faut pas qu'on soit dupe, parce que les hommes et les femmes politiques ne sont pas nés de la dernière pluie et communiquent, sont conscients que la caméra est là. Ouais. Donc tout va se jouer en fait dans le deal, dans la capacité à être présent sur la durée, et pas simplement à des moments où nous ouvrirait les portes. Se faire oublier, pour qu'un certain naturel revienne. Et d'un coup, la caméra devient une espèce d'élément de décor, et c'est là où il se passe des choses. Alors, est-ce qu'on accède à la vérité absolue? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il se passe des choses. On est d'accord. Un micro, une caméra rend fou. Absolument. Mais de fait aussi, elle donne l'envie de s'adresser à elle, même indirectement, et de se mettre en scène. Et c'est dans ces moments-là que des bouts de sincérité arrivent, et que nous, on essaie aussi, parce qu'il y a le montage, après, c'est ça qui est très important, de voir ce que ça nous raconte de la personne. Et on fait des choix. Nous, évidemment, on rassemble les choses. C'est quoi une vraie séquence, Yoann, finalement? Quand vous arrivez, vous dites, là, je pense qu'on est dans le vrai, on a réussi. Alors, c'est se faire oublier à tout prix, ou justement, c'est être là, mais faire partie du groupe? C'est quoi une vraie bonne séquence? Oui, d'abord, c'est entrer en empathie. Ce qui ne veut pas dire entrer en sympathie. Mais en empathie, ça veut dire comprendre les mécanismes et accepter d'être happé par cela. C'est quand la caméra, elle accompagne un vrai moment de vérité. Alors là, c'est pas dans Opération Élysée, c'était dans Élysée 2012, la vraie campagne avec Serge Moati. C'était même les législatives, parce qu'on avait filmé après, où on était allé à Marseille, on avait suivi Nora Preciosi, qui essayait d'exciter un petit peu la population en accompagnant les habitants près d'un camp de Roms, pour bien montrer qu'elle allait les défendre contre l'invasion des Roms. Et là, vous avez un moment de vérité, parce que vous avez véritablement l'animal politique, semi-performante en l'occurrence, mais l'animal politique qui essaie véritablement de saisir les points de clivage et de marquer un positionnement en faisant se taper les autres. Et donc on voyait une politique du profit, si je puis dire, de l'aigreur, entre guillemets, entre différentes communautés se mettre en place. Ça, c'est un vrai moment de politique. Quand elle-même, elle attaque ses adversaires qui venaient d'être condamnés pour des malversations, etc. Et qu'elle dit, oui, mais elle va en correctionnel, etc. Mais tu ne peux pas le dire parce qu'elle n'est pas encore condamnée. Oui, mais c'est une criminelle parce que... Non. Et les communicants qui lui disent, mais non, tu ne peux pas. On voit le staff, l'équipe. Le staff, comment ça, c'est intéressant. Et alors, plus localement, vous avez signé un documentaire sur la campagne des municipales et la victoire d'Emmanuel Denis. Là, pareil, le scénario n'est pas écrit puisqu'on est dans une campagne, on est dans une élection. Est-ce que c'est plus simple à réaliser quand on est en local ou pas? Parce que vous partez, là encore, sur l'inconnu. Alors, c'est un documentaire que j'ai produit et qui a été réalisé par Damien Mention. Damien Mention, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, lui, il avait, on va dire, une sympathie naturelle au départ pour les cogitateurs citoyens. Vous savez, ce qui était cette force. C'était les laboratoires, en fait, d'Emmanuel Denis. Il fallait s'emparer d'un sujet et puis c'était très participatif. Absolument. Et puis après, les politiques ont bien vu qu'il y avait une espèce de dynamique et qu'il valait mieux le faire ensemble plutôt que séparer. Sinon, séparer, ils n'allaient pas l'emporter. Et donc, Damien Mention s'est laissé prendre au jeu et lui arriver avec une espèce de naïveté assumée citoyenne. Et d'un coup, il a compris que finalement, cette espèce de naïveté des cogitations citoyennes devait obéir à des logiques politiques, à des scénarios politiques, à de la communication politique. Et le risque, c'est toujours de perdre un petit peu l'âme de départ, si je puis dire, celle justement d'une manière de faire de la politique autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que dans une campagne électorale, être sincère, oui, mais connaître les codes, c'est indispensable. Et qu'on ne peut pas arriver comme ça juste avec de la bonne foi, il y a de l'organisation. Et là, les politiques entrent en jeu. C'était intéressant de voir cette confrontation, et même parfois cette séparation entre les citoyens et les politiques. Parmi les politiques, connus ou moins connus, qui s'est laissé le plus approcher? Alors Stéphane Ravier s'est beaucoup laissé approcher, ça vous parlez pour les films en général. Oui. Stéphane Ravier, qui était donc l'ancien maire de Marseille, des quartiers nord de Marseille, 13e et 14e arrondissement, 7e secteur de Marseille. C'était la première fois qu'un maire Front National réussissait à prendre des quartiers cosmopolites, ce qui était très curieux. La faute, là encore, à l'abstention et à la dépolitisation des esprits. Parce que lui, il avait, j'ai envie de dire, des galons à gagner. Il pouvait prendre le risque de se laisser filmer. Et il maîtrise assez bien son image et surtout il assume son naturel parce que lui, c'est son fond de commerce. Le fait d'être dans la provocation, etc., d'en faire des tonnes sur les crèches de Noël pour pouvoir passer à BFM et provoquer du débat, etc. Lui, c'est laissé filmer. Il y a des gens qui se sont facilement laissés filmer, oui, Arnaud Montebourg, Jean-Marie Le Pen. Parce que Jean-Marie Le Pen adore ça, se faire filmer, être au centre des choses. Et alors parfois, on va faire très court parce qu'on pourrait y passer des heures, mais finalement, parfois on est sur un scénario. On le sait, on a vendu un documentaire. Là, il s'agissait de suivre finalement Bernard Cazeneuve, d'être en immersion place Beauvau. L'intérieur, au cœur des crises, oui, parce qu'il y a eu une crise. Vous filmez, et puis on est le 7 janvier 2015. La fusillade de Charlie Hebdo a lieu, et vous dites, on a des caméras,
on continue, et en fait, le scénario prend une autre dimension. La réalité dépasse malheureusement la fiction. Vous devez terminer fin décembre votre tournage, et puis effectivement, on garde les caméras et on apprend, d'abord par des messages officieux, puis après un peu plus officiels, que les camarades de Charlie sont en train de se faire dégommer, tirer comme des lapins par deux fous. Et forcément, vous arrivez tout de suite sur place, rue Nicolas Appert. D'abord, vous pleurez dans le taxi parce que vous entendez le nom des premiers morts a priori. Oui. Et puis après, vous ne savez pas si vous devez filmer, pleurer, rester sur place. Je vois Arnaud Champremier-Trigano, qui est un communicant et qui était aussi le gendre de Wolinski, qui arrive en faisant... Et je le prends dans les bras et lui n'avait plus de larmes, il pleurait pas, puis il savait que ça allait se passer tout ça. Ouais. Et là, d'un coup, vous vous dites, on a un rôle à jouer. Et heureusement, c'est un petit peu comme l'avocat, c'est un petit peu comme le médecin, quand on met sa robe d'avocat ou sa blouse ou sa caméra, on arrive à replonger dans ce rôle de journaliste, de témoin. Et forcément, est-ce qu'on montre ensuite, vraiment 30 secondes, est-ce qu'on montre les rushs, est-ce qu'on fait une première? Vous savez, ces gens qui nous disent, on peut voir le reportage avant qu'il passe? Bah non, la question c'est non. Est-ce que là, c'est oui, parce qu'on est dans une crise et que vous filmez l'intérieur du ministère de l'Intérieur? La réponse est non pour tout le monde. Là, elle était oui pour des questions de sécurité d'État. Nous étions en guerre contre les terroristes et il ne fallait pas trahir des secrets d'État. Pour le reste, sur la mise en scène, on résiste. Et évidemment, ce sont des négociations. On nous dit non, mais pas ça, je ne suis pas à mon avantage, on ne va pas comprendre ce que je veux dire. Si, fais-nous confiance. Ça, c'est la séparation entre le communicant et le journaliste qui est très importante. Et ça s'appelle l'intérieur au cœur des crises. Merci beaucoup, Yoann.